Bienvenue dans Fausse Cinéphile, le podcast qui parle de cinéma. Moi c'est Morgane. Et moi c'est Johanna. Aujourd'hui c'est notre premier épisode dans cette merveilleuse année qui est 2026, donc on vous souhaite déjà bonne année. Bonne année. Meilleurs vœux, plein de cinéma, évidemment. Et pour commencer cette saison 2, on s'est posé une question. Pourquoi les gens détestent les comédies romantiques ? La Saint-Valentin approche, donc on avait envie de discuter de ce genre de film avec vous dans ce nouvel épisode. Pour commencer, moi j'aimerais te poser une question. Quel est ton rapport aux comédies romantiques ? Est-ce que tu en regardes beaucoup ? Est-ce que t'aimes ça ? J'en ai pas mal regardé, c'est un genre de film que je regardais beaucoup sur mon ordinateur quand j'étais plus jeune. C'est un des seuls types de films que je pouvais regarder en dehors des teen movies, des petites comédies musicales. Ah, quand tu regardais pas encore beaucoup de films ? D'accord. Ouais. Ça a été un genre de film que j'ai beaucoup regardé forcément, je sais pas, dans mon adolescence. Même avant l'adolescence, je dirais même primaire. Ouais. C'est un peu le genre de film que tu peux regarder souvent avec tes parents aussi. Donc c'est sûrement un des premiers genres en fait qui m'a fait découvrir des films quoi. Ouais, carrément. Donc moi j'en ai regardé pas mal, surtout dans les années 2000. Voilà. Et t'aimes bien ? En vrai j'aime bien. Franchement je passais tout le temps un bon moment et ça me faisait rire, ça me faisait un peu rêver. Non, je pense que c'est un genre qui se perd maintenant, mais on va en discuter du coup tout au long de l'épisode. Qui se perd peut-être un petit peu et c'est un peu dommage parce qu'il y avait cette question de légèreté en fait. C'est un film très léger à regarder et donc t'as pas un besoin nécessaire d'être hyper concentré, mais en même temps quand le rom-com est bien fait, tu restes concentré sur le film. T'es pas là à vouloir faire plein d'activités à côté, cuisiner, machin. Non, en vrai le film on suffit par lui-même, mais en même temps tu te dis c'est léger donc c'est agréable à pouvoir regarder un peu dans tous les moods quoi. Ok, je capte. Et toi ? Moi, je pense que c'est un genre que je connais pas forcément très bien. Genre, la partie... je peux apprécier les comédies, etc. Mais les films romantiques en tant que tels, je suis vite partie avec un a priori sur le côté très cliché de la rom-com. Où genre, je me reconnais pas forcément dans l'image de la rom-com un peu traditionnelle avec les couples classiques, etc. Donc, généralement, c'est pas forcément le genre de film vers lequel je me tourne. Après, j'en ai vu et il y en a que j'aime beaucoup, on en rediscutera. Mais c'est juste que je pense que si j'ai envie de regarder un film, je vais pas forcément me tourner vers une comédie romantique, à part si, comme tu dis, j'ai envie de légèreté. Si par exemple, je sais pas, j'ai passé une journée, je suis crevée, j'ai envie de me poser devant un film et tout, et de pas me prendre la tête, mais juste de passer un bon moment Moi, j'associe ça au film un peu feel good, tu vois. Donc, je peux regarder des comédies romantiques dans ce cadre-là, mais sinon, si je suis en mode vrai cinéphile, je vais peut-être un peu plus le mettre de côté. Et je trouve ça intéressant parce qu'au final, il y a des rom-coms qui ont pu me surprendre, justement. Parce que je m'attendais pas à kiffer tant que ça, et en fait, j'ai bien aimé, quoi. Ouais. Moi, je suis complètement une fausse cinéphile chez moi, hein, les gars. Hein. Je regarde que des films très légers, parce que vraiment, quand je me dis, oula, on m'a dit tu vas chialer comme je sais pas quoi avec ce film, t'es en mode ouais, je viens de rentrer du taf, franchement, est-ce que j'ai envie de me taper 3 heures de film à pleurer ? Non. Donc je suis très faux cinéphile chez moi, je regarde vachement soit de comédie, soit de rom-com. C'est vrai que les rom-com, elles ont ce point positif qui est que tu sais que généralement ça finit bien. Du coup, si t'as envie vraiment d'avoir des bons sentiments et te sentir un peu uplifté, tu vois, dans ton visionnage, généralement une rom-com, tu vas pas être déçu. Même si des fois, il y a des surprises quand même. Il y a des surprises, Et je voulais, tu posais, du coup, tu disais que peut-être que t'arrivais pas forcément à t'identifier avec les rom-com plus traditionnels. Qu'est-ce qui te fait ne pas t'identifier ? Est-ce que c'est par exemple comment l'héroïne, généralement féminine, est écrite ? Ou qu'est-ce que... Ouais. En fait, quand t'imagines la rom-com classique, donc le truc vraiment années 2000, etc., c'est vrai qu'il y a une vision du couple. C'est pas que je la rejette totalement, c'est juste que c'est pas ma propre vision à moi, où en gros, tu vas avoir souvent des clichés du type le personnage féminin qui ne peut être heureuse que si elle est en couple, qui va chercher absolument le mariage, le bébé, les enfants, la vie très traditionnelle, qui est pas forcément, moi, ma vision du couple, ou même du bonheur, ou machin. Du coup, je pense que les rom-coms vont peut-être avoir tendance à jouer sur des clichés un petit peu très... Du coup, traditionnel. Ouais, très traditionnel en fait. La vie très traditionnelle, très normative, très dans un truc un peu la petite banlieue américaine classique, tu vois, qui est pas forcément mon délire. C'est vrai que on en reparlera sans doute dans cet épisode, mais les rom-coms, elles sont souvent accusées aussi de véhiculer une image un peu sexiste de la femme, etc. Je trouve que c'est de moins en moins le cas maintenant, mais ça a pu être le cas par le passé.
Par contre, ce que je trouve intéressant, c'est que cette image justement sexiste de la femme ou même cette vision très traditionnelle du couple, bah je trouve que c'est des trucs qu'on retrouve dans beaucoup de films en fait, genre dans plein de genres qui sont pas la rom-com. C'est clair. Tu vois. Donc ce côté genre couple, machin, classique, mariage, enfant, banlieue pavillonnaire et tout, en fait tu les trouves dans les trailers, dans les drames, dans les machins. C'est juste que la rom-com est plus décriée pour des raisons un peu oui, parce évidentes, que quoi. on va dire que le sujet du film part principalement que sur le couple, mais du coup ça va être des choses comme tu le dis. Moi sur un film par exemple plutôt dramatique ou un film bref qui n'a pas du tout ce genre-là, mais si dans il y a quelque chose que c'est un couple très traditionnel, moi-même je vais pouvoir critiquer ce film-là parce que en fait dans l'écriture du couple j'ai pas aimé. Bah ouais. Même si c'est pas le sujet principal du film, c'est bah quand oui, même si la femme, si le personnage principal féminin n'est que la femme du personnage. Mais ça arrive souvent. Tu vois, comme dans The Brutalist, moi je trouve que les femmes n'ont pas été forcément bien écrites pour ce film, pour toute la profondeur que t'as sur le personnage principal masculin et alors qu'elles apportent quelque chose en plus, mais on les a écrites d'une manière très superficielle. Et moi c'est une des premières critiques que je vais faire de ce film, c'est en fait, c'est la manière, le rapport entre l'homme et la femme. Mais pour rebondir ce que tu disais un peu dans les rom-coms, très clichés, très résidentiel, etc. Moi, c'est marrant parce qu'en fait, dans les années 2000, j'ai pas du tout ce côté-là dans mes rom-coms. T'as des exemples un peu de films qui rentrent pas forcément. En fait, c'est juste, je trouve que les femmes, moi, à chaque fois, elles m'inspiraient un peu d'une certaine manière parce que si je prends, tu vois, dans les années 2008, 2010, 2012, souvent la femme, elle est très orientée carrière. Elle est très carriériste, elle est très ambitieuse et du coup elle a mis de côté en fait la romance et donc c'est un peu à chaque fois le ton sur un mec, soit dans un bar hyper lambda, ils se détestent un peu. Enfin, il y a eu une grosse mode de genre c'est un homme et une femme, ils se détestent et puis au final ils apprennent à se connaître et au final ils se mettent ensemble. Moi, mon rom-com des années 2000. Et je pense que ce que tu dis est très vrai, mais j'en ai pas autant regardé. Et c'est peut-être plutôt, très début 2000. Oui, ou peut-être encore avant, effectivement. Et alors qu'il y a eu cette phase un peu là vers les 2008, 2010, 2012, c'est très vraiment les femmes carriéristes. Et après, c'était vraiment souvent le même schéma aussi. Du coup, c'était vraiment une femme, un homme, une femme. Blanche, soit à New York, soit dans une grande ville, bref. Tu sais, c'est presque les films de Noël, c'est le truc cliché. Tu rentres dans le village, wow. Mais il y avait ce côté-là, genre, tu vois, j'ai en tête 27 robes, qui, moi, m'a fait trop rire parce que en 2025, j'ai quand même eu 3 mariages, 3 demoiselles d'honneur, et je me suis dit, waouh, à tout moment, je refais le film 27 robes, quoi. Et genre, donc, du coup, c'est avec Catherine Hegel, et l'homme, il est très connu, en plus, là, j'ai pas. Et donc du coup, si mes souvenirs sont bons, ce film-là, c'est donc Catherine Hegel qui genre a été 27 fois demoiselle d'honneur, toujours célibataire, etc. Et bref. Et je ne sais plus comment elle le rencontre. Est-ce qu'elle le rencontre via un mariage? Peut-être il est témoin ou un truc comme ça. Et bref, ça se fait que, en tout cas, ils se détestent au début. Et puis après, ça build up un petit peu. Bref, la construction, voilà. Mais ouais, par exemple, moi, j'ai vraiment le souvenir de cette nana qui, du coup, était orientée très amie. Enfin, en fait, presque tout le temps là pour ses amis, même trop en fait pour être ses amis parce que du coup elle avait pas le temps en fait d'avoir une vie sociable assez chargée pour je sais pas rencontrer du monde en termes romantiques et je sais plus sa carrière, mais je pense que voilà, c'était très amis et carrière. Il y a tous les deux là, les sex entre amis, sex friends, je voulais en parler aussi, mais justement je trouve que c'est intéressant ce truc. Il y a effectivement une évolution des personnages féminins époque années 80-90, on était plus sur le truc un petit peu classique de la femme qui attend l'homme, etc. Et plus dans les années 2000-2010, on est passé sur ce côté très carriériste et tout. Mais on reste quand même dans un truc qui commence à changer un petit peu d'ailleurs, où en fait la finalité c'est quand même le couple. Genre cette femme carriériste qui pense à sa carrière et tout, finalement le plus important pour elle c'est quand même qu'à la fin elle soit heureuse parce qu'elle est en couple. Oui, voilà. Et je trouve ça un peu dommage. Bon après c'est une rom-com évidemment que j'arrive à faire la pub du couple. Oui. Mais de plus en plus on a des films qui commencent un petit peu à remettre cette idée en question, tu vois, qui vont se dire ouais mais peut-être qu'on peut aussi
miser sur l'amitié, sur des relations platoniques, ou peut-être sur une autre forme de couple, on en reparlera. Mais tu vois, je trouve que c'est, en tout cas, au fur et à mesure des années, on arrive dans des rom-coms qui sont un petit peu moins traditionnels, notamment sur cet aspect-là. C'est mais vrai. Effectivement, il y a eu aussi une espèce de... une tendance dans les années, je crois, 2010, avec les sex entre amis, sex friends et tout, où là, on parlait plus du côté relation genre casual. Casual, quoi, ouais. Ça a un peu été une mode, je trouve, dans les rom-coms, un peu genre... Mais je pense qu'il y a eu une sorte de libération féminine dans le truc où, voilà, avant ça... la femme était plutôt orientée, entre guillemets, pour être une femme au foyer. C'était rare d'avoir d'avoir des femmes qui avaient des grandes carrières. Enfin, c'était vraiment en mode, tu le notes, quoi. Oh my god, tu travailles dans ça, waouh! Donc, effectivement, il y a eu tous ces films-là qui représentaient aussi une sorte de réalité cliché, bien sûr, mais qui représentaient une sorte de réalité. Donc, je pense qu'évidemment, on est arrivé vers 2008-2010 où, voilà, l'évolution féminine, le bon terme, l'émancipation féminine, par le travail, qui se faisait notamment juste par le travail, en fait, mais presque pas d'autres aspects aussi. Ouais, elle commençait certainement vers les années 90-2000, mais donc du coup, on en arrive vraiment là, vers 2008-2010, on va enfin pouvoir représenter ça dans des rom-coms. Et donc, ouais, je pense que nous, on a vécu ces années 2008, 2010, 2012 en regardant, en fait, ce type de rom-com-là. Et pour moi, ça m'a fait grandir avec l'idée qu'une femme a besoin d'avoir une carrière aussi, tu vois. Moi, je trouve que ça m'a quand même inspirée dans le sens... elle peut avoir un petit peu les deux. Oui, avoir les deux, une forme d'équilibre, tant mieux. Même si, évidemment, c'est très cliché, quoi. On se doute que... on s'en doute. Mais je trouve que ça manque effectivement un peu d'hybride, d'ambiguïté, en fait. Ils sont encore très clichés, voilà. À la fin, on sait qu'ils vont terminer ensemble. Mais encore une fois, ça, c'est pas spécifique au rom-com. Je veux dire, chaque genre de film tombe dans ces mêmes clichés et tout. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour recentrer sur ce truc de pourquoi les gens détestent les rom-com. Moi, je pense qu'il y a à la fois l'aspect comédie, où du coup les gens, tu sais, ils prennent moins au sérieux les comédies, les films légers, les machins, parce que du coup c'est moins profond, parce que je sais pas, c'est trop feel good et il y a une surreprésentation des drames qui fait que, mais aussi le côté romantique et le fait que ce soit un public féminin, tu vois. Genre le fait que les rom-coms s'adressent à une cible féminine, nécessairement la plupart des gens vont se dire c'est juste des films pour filles. Donc c'est pas des films intelligents, c'est pas des films profonds, c'est pas des films intéressants entre guillemets, tu vois. Et du coup tu vas avoir un peu ce truc de les rom-coms c'est du sous-cinéma, quoi. En tout cas, j'ai vraiment l'impression que ça vient de ces deux aspects, du com et du rom, comme on dit. Ou alors, en tout cas, je pense que certains hommes ne vont pas forcément le crier sur les toits, surtout les jeunes, je dirais. J'ai adoré ce rom-com et tout, parce que moi, tu vois, j'ai dans mon exemple, mon père, franchement, tu lui mets n'importe quelle comédie, même une comédie romantique, il va se taper des barres, quoi. Enfin, il va regarder, genre avec ma mère et tout. C'est un film qui est orienté à ses familles, donc je pense que si toi-même... C'est très familial. En fait, je pense qu'en termes d'individu, peut-être à 18 ou 19 ans, tu vas pas te dire tout seul, je vais regarder ce petit rom-com, genre en mode... Genre les mecs cinéphiles, ils vont pas se taper des barres devant Pretty Woman, tu vois. Genre, à mon avis, ils vont regarder C'est une très bonne question. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de Pretty Woman, qui êtes des mecs cinéphiles qui nous regardez sans grave. Non, mais c'est vrai. Moi, je pense qu'ils partent avec un a priori qui fait que déjà, ils se tournent pas vers ce genre de film. Et s'ils les regardent, peut-être que ils vont être plus sensibles, ils vont être plus négatifs, ils vont recevoir plus négativement tous les clichés dont on a parlé précédemment. Après, dans un truc, un film d'action, ces mêmes clichés-là vont moins les choquer, tu vois. J'allais dire, est-ce que ils vont pas regarder des rom-coms pour l'actrice féminine? Tu penses? Ah oui, genre Sydney Sweeney, elle est trop hot, je vais aller la regarder. Ils vont aller voir Anyone But You parce qu'il y a... je pense qu'il y en a plein qui l'ont déjà vu, bien sûr. Ouais. Oui. Mais non, mais il y a des gens sur les réseaux sociaux, je pense que les sex entre amis et tout ça, quand il y avait Mila Kunis et Natalie Portman, je suis quasiment sûre que j'ai vu plein de gens qui les ont regardés, et principalement parce que l'actrice, elle est hot, quoi. Ouais, peut-être. Donc je pense que c'est déjà vachement arrivé qu'en vrai, ils vont regarder ça et se disent pas, je vais regarder du vrai cinéma, mais par contre... voilà. Je vais passer un bon moment. Je vois. Genre, voilà. Mais pour parler peut-être de... Moi, je trouve, et je vais peut-être prendre une take de fausse cinéphile, mais en vrai, plus on en parle et tout, et je me dis, je crois que le rom-com est un genre de film qui évolue le plus rapidement, en fait.
Oh, ok, c'est intéressant. Parce que là, on est en train de dire, tu vois, je pense que tous les 10 ans, on passe sur un passage du rom-com un peu, voilà, ça y est, une évolution assez peut-être drastique même dans ce qui s'était proposé 10 ans avant. Et là, on est quand même dans une évolution où le rom-com, en fait, enfin, tout à l'heure, on en discutait, c'est un rom-com, c'est pas un rom-com. Où il est tellement plus ambigu, tellement plus hybride, ce rom-com qu'on... Est-ce qu'il n'est pas obligé d'évoluer aussi? Il est Parce obligé que vu que les relations de couple évoluent super vite, tu vois, le principe d'une rom-com, c'est quand même, comme tu disais, de témoigner d'une époque ou de comment on voit le couple, etc. Donc vu que ça évolue très vite, genre dans la vraie vie, bah en fait peut-être que la rom-com elle est obligée de suivre le rythme, quoi, tu vois. Mais on demande pas ça à un thriller. Ouais, bien sûr. On demande pas ça à un drame, alors qu'en soi ils vont mettre en avant aussi la société. Ouais, bien sûr. Et comme tu dis, parce que l'intrigue principale n'est pas basée sur le couple, mais on va perpétuer des clichés qui datent d'il y a 20 ans dans ces mêmes films plus sérieux, plus machin. Je capte. Ok. Et en fait là, c'est en discutant, je me dis, au final, je sais pas, on crache dessus, mais en fait c'est le rom-com maintenant, il est de plus en plus hybride, de plus en plus ambigu, qu'on sait même pas si c'est vraiment une étiquette de rom-com. Ouais, bien sûr. Par exemple, on peut citer, je sais pas, Bottoms. Ouais, très bon. Est-ce que c'est pas juste exemple. Une comédie? Ça pourrait être qu'une comédie, mais moi je pense que c'est la plus partie un romantique rom-com. est quand même vachement importante dans le film aussi, quoi. Pour moi, une rom-com, faut qu'il y ait genre une histoire, enfin que l'histoire, le principal de l'intrigue tourne autour d'une idée de couple qui se forme ou qui se déforme. Et donc Call Me By Your Name est une rom-com alors? Ouais, mais faut qu'il y ait la comédie aussi. Bah ouais, des moments un peu plus légers. Moi, j'ai pas beaucoup rigolé pour Call Me By Your Name. Oh bah ça va, il y a des moments avec la pêche et tout. Non mais ouais, ok. Non, les moments où il sait pas comment s'y prendre avec les filles et tout, franchement, tu rigoles un peu, hein. Ouais, je sais pas. Mais tu rigoles léger, c'est pas genre, c'est pas non, mais tu peux avoir des moments comédie. comiques, évidemment, mais comme dans tous les drames, j'imagine, tu vois, mais quand même, je trouve que l'ambiance générale du film, elle est pas très feel good. Oui, mais alors du coup, comment on appelle juste un film romance? Alors... Bah moi, je dirais romance. Il y a, enfin, tu peux imaginer que c'est juste une romance ou un film romantique, tu vois. De décrire Call Me By Your Name juste en film romantique, ça va pas mal non plus, hein. Ouais, bah pour moi, c'est un drame romantique, tu vois, genre c'est... Ouais, je sais pas, ça va, ils sont pas morts tous les deux à la fin, quoi. Non, mais bon, ils sont pas... C'est pas Pump It Up, quoi, à la fin. Il va pas dans son pays, quoi, ça va, miskin. Devant la cheminée, là, le pauvre, il est triste. Bah oui, non, mais je sais qu'il est triste. Non, mais c'est un connard, Oliver. Mais attends, mais oui, donc, pour vous dire que effectivement la rom-com est de plus en plus hybride, on ne sait pas, c'est très difficile de savoir qu'est-ce que c'est un film maintenant de rom-com. Il peut y avoir débat sur qu'est-ce qui rentre dans le côté rom-com, qu'est-ce qui est juste rom, qu'est-ce qui est juste com, qu'est-ce qui est les deux, c'est clair. Qu'est-ce que... Et du coup, je me dis, parfois, il y a des gens, je pense que c'est la manière dont c'est marketé aussi. Ouais, on va détester un film avant de l'avoir vu parce que directement, on va nous sortir tous les clichés, c'est le rom-com, etc. Alors qu'un même film, marketé sur un autre aspect, surtout sur les rom-coms d'aujourd'hui, entre guillemets, marketé sur un autre aspect, les gens, je suis sûre, iraient le voir et sortiraient en mode ouais, il était trop bien ce film. Est-ce que c'est pas un peu ce qui s'est passé sur Matérialiste? Parce que j'ai l'impression que ça a été beaucoup marketé comme une rom-com et que du coup les gens étaient déçus que... Alors c'est une rom-com, je trouve. C'est complètement une rom-com. Ouais, mais je trouve que c'est pas... moderne. Voilà, que c'est une rom-com qui tombe pas dans les clichés de la rom-com parce que genre justement elle déconstruit un peu le couple de plein de manières différentes. Mais du coup, moi, il me semble avoir entendu des retours en mode putain, je m'attendais à avoir une rom-com un peu légère et tout, et en fait... Oui, non, tu vois. Bah non, elle aborde et vraiment on est sur les rom-coms modernes et merci d'en parler, quoi. Enfin, la différence de classe sociale, la différence de salaire. Moi, je trouve que c'est un des trucs les plus intéressants dans Matérialiste, justement. C'est genre la manière qu'elle a de parler du marché de l'amour là actuel, de comment ça fonctionne, de l'impact aussi des différences de classe sociale dans le couple. Enfin ouais, je trouve qu'il y a plein de sujets politiques qui sont super intéressants dans ce film, et qui rentrent dans le côté rom-com également, quoi, tu vois, genre. En vrai, l'histoire pure et dure, c'est un triangle amoureux plus ou moins. Donc peut-être pour pitcher Matérialiste, donc c'est le deuxième film de Céline Song que je pense que tu as toujours pas vu Past Lives. Non. Je vais parler de Past Lives enfin tout à l'heure, on pourra aussi parler de son premier film. Donc c'est son deuxième film de Céline Song. Et on a le personnage de Dakota Johnson qui est une matchmaker à New York et qui a l'habitude donc de réfléchir
de la relation amoureuse comme étant une transaction. Une transaction, ouais. que voilà, qu'on voit les points positifs de l'un et l'autre et ok, là ça va matcher quoi. C'est ça, c'est un marché où en fait chaque être humain a une valeur et il faut qu'il trouve un partenaire qui a la même valeur que lui ou alors qu'il soit au-dessus. Ouais. Pour essayer d'avoir quelque chose d'un peu équitable et la valeur elle passe par les revenus, par j'en sais rien, le physique, la classe sociale, plein de choses en fait et le film parle de ça. Ouais. Et donc elle rencontre avant un mariage d'une de ses clientes. Ouais. Et elle rencontre donc le frère du marié qui évidemment a une bonne classe sociale, etc. Donc il va lui parler. Et au même mariage, elle va rencontrer son ex avec qui elle est restée des années, qui est du coup un acteur qui ne prend toujours pas et qui du coup qui est en galère, qui est toujours galère. Et qui du coup fait serveur au mariage. Et donc il y a assez rapidement cette confrontation entre eux trois et donc entre deux classes sociales très distinctes. Et voilà, c'est intéressant parce qu'en fait elle va se réimmiscer dans cette première relation et comme s'immiscer dans cette nouvelle relation. Bref, donc c'est un triangle amoureux sans être particulièrement non plus un vrai triangle amoureux où ils se datent pas en même moment, quoi. Oui, en fait, je pense que les gens s'attendaient à ça. Ils s'attendaient à un triangle amoureux classique, là où le film... Je déteste d'ailleurs ça. Enfin, ouais, c'est pas le genre ils se datent en même temps, oui. frère. Genre jamais, j'arrive même pas et je trouve que c'est pas du tout réaliste. Alors que le film, il va plus loin que ça. Bah, pour le coup, je pense que je suis moins rentrée dans le film que toi, peut-être, ou enfin, j'ai trouvé sympa, mais il y a des trucs où je trouvais pas ça incroyable non plus. Mais en vrai, je trouve que le message de à quel point c'est important d'être avec quelqu'un qui te soutient financièrement, avec qui t'es en sécurité, qui a une situation stable et tout, je trouve que c'est un message qui est intéressant et je trouve que le film il traite plutôt bien de ce sujet-là, tu vois. Ah oui, complètement. De toute manière, Celine Song a été matchmaker à New York. Ouais. C'est une de ses premières carrières et du coup, ça se ressent dans les... De toute manière, elle écrit tellement bien les dialogues. Donc, ouais, les dialogues sont très bons dans Matérialiste, ouais. Donc, et c'est pareil, dans Past Life, les dialogues sont vraiment, sont forts. Et donc, tu sens qu'elle parle de quelque chose que ça sort pas de nulle part, quoi. C'est pas un scénariste dans son studio à Hollywood, là, qui a réfléchi à ça, quoi. Ça se voit qu'il y a une vraie réalité derrière. Et je savais même pas que Matchmaker existait, tu vois. Enfin, pour le coup, j'étais en mode quoi. Ouais, Matérialiste, c'est un bon exemple de rom-com récente. Moi, je m'en étais noté aussi quelques-unes dont je voulais parler. Film français. En vrai, moi, j'avais beaucoup aimé L'amour, c'est surcoté, qui est sorti, je sais plus si c'est 2025 ou 2024. Je crois que c'est l'année dernière, en vrai. Je crois que c'est de l'année dernière. Ouais. Bah, L'amour, c'est surcoté, c'est un film, du coup, donc français. C'est avec Hakim Djemili et Laura Felpin. Et en gros, ça raconte l'histoire d'un mec. Alors, je trouve que ce qui est très intéressant dans ce film, c'est que ça s'intéresse beaucoup à la santé mentale masculine. Et genre au fait que les mecs ont du mal à parler de leurs sentiments et que du coup, ils ont du mal à gérer des émotions comme là, typiquement dans le film, ça parle de deuil. Il y a le personnage, c'est pas un spoil, hein, ça arrive au début du film, genre le personnage masculin qui perd un de ses meilleurs potes et du coup qui gère très mal ce deuil-là. Et en parallèle, il rencontre donc une fille, il y a un petit coup de foudre, etc. La relation, elle commence, mais il y a aussi ce truc de pudeur où genre l'un et l'autre, ils ont du mal à s'avouer leurs sentiments, ils ont du mal à poser des mots un peu sur la relation, et je trouve que du coup, c'est assez moderne. Et le film, plus que de parler d'amour, enfin, il parle d'amour évidemment, mais il parle aussi justement de l'impact que ça a sur les relations, le fait de pas être capable de gérer ses émotions, de pas assumer d'avoir des problèmes des soucis de santé mentale quand t'es un mec, de pas oser être émotif quand t'es un mec. Ça parle de plein de choses comme ça et je trouve que le film en parle plutôt bien. C'est très drôle aussi, même si c'est pas non plus la comédie de l'année, mais moi je trouve que genre c'est divertissant et j'ai passé un bon moment et je trouve que le message du film est plutôt intelligent. Ok. Je l'ai pas vu, mais effectivement, par contre, je trouve que ça avait été assez intelligent de leur part de prendre quelqu'un qui c'est comme Hakim Djemili pour faire le premier rôle masculin dans un film plutôt orienté romance, parce que c'est quelqu'un qui est connu pour ses stand-up, qui est quelqu'un qui est connu pour ses vidéos YouTube, et donc quelqu'un qui va forcément souvent se moquer un petit peu des clichés, notamment romantiques, notamment des hommes dans ce truc-là. Et donc qui a peut-être pu amener des spectateurs qui sont très YouTube, familiers et tout, et donc aller voir ce type de film
qui change un peu complètement la donne, j'imagine, des vidéos un peu parfois très clichés YouTube. Et donc je pense que ça avait été très intelligent dans le casting et même dans la manière, la promotion, le marketing ont été faits. Et je trouve que là on rentre dans cette ère, comme on l'a dit, d'évolution. Donc du coup on essaie de marketer les rom-coms différemment. Parce que sans mettre cette cliché de gros rom-com, parce que on sait qu'on va un peu se faire tabasser, quoi. Ouais, je vois. Si on met ce gros cliché de rom-com. Moi, il y a un autre film que j'ai vu très très récemment et trop bonne surprise. Genre, je suis tombée dessus un peu par hasard, ça s'appelle Oh Hi. Ah, j'ai commencé à le regarder, ça avait l'air un peu longuet quand même. Alors, t'as regardé jusqu'à où? Vraiment le tout début, quoi. Ok. Parce qu'il y a un twist dans ce film. Et genre, d'accord, ok. C'est trop drôle. En vrai, je fais un petit pitch. Je vais essayer de pas trop spoiler. C'est avec Logan. Oui, Logan Lerman et la meuf qui joue dans The Bear aussi, j'ai oublié son nom. Mais en gros, c'est un couple, donc tu sens que c'est un jeune couple et tout, qui font leur premier petites vacances de couple. Ils vont dans une petite un petit Airbnb en plein milieu de la forêt, trop mimes. Le film commence, genre ils kiffent, petit dîner aux chandelles, petite balade en vélo, je sais pas quoi, genre tout mimes, pas de souci. Et il y a un moment où ils sont au lit et genre vraiment tout se passe trop bien, comédie romantique très classique et tout. Et la meuf dit à son gars putain, je suis trop heureuse depuis qu'on s'est mis en couple et tout. Et le mec il la regarde et lui fait comment ça en couple? On n'est pas en couple. Genre on se capte juste comme ça quoi. Je veux dire c'est casual. Genre moi je vois d'autres gens, pas toi. Non. Et la meuf pète un câble. Je vais pas trop en dire parce que le film, il est très drôle en vrai. Le début, moi, je me disais... Ben oui, au début, tu dis, putain, ok, c'est un film romantique un peu classique et tout, il se passe pas grand-chose. Mais en fait, il y a ce twist-là où la meuf se rend compte que pour le gars, ils sont pas du tout en couple. Alors que littéralement, ils partent en vacances ensemble. Genre, le mec lui envoie tous les signaux en mode c'est une relation et tout, je te kiffe, machin. Ouais. Il a 2 doigts de lui dire je t'aime, quoi, tu vois, genre, bref. Et du coup, le film parle de ça. Il parle de justement ce côté un peu... je sais pas comment dire, mais hook-up culture, quoi, tu vois, genre le côté des relations très casual, on se prend pas la tête, on met pas de mots sur notre relation, ou je sais pas quoi, et du fait que ça peut faire du mal à certaines personnes quand elles sont pas totalement ok avec ça, tu vois, et que tu peux avoir des problèmes de communication, et que t'as aussi ce truc d'envoyer des signaux contradictoires, etc. Je trouve que c'est des sujets qui sont très contemporains, très modernes, tu vois, et le film est très marrant, en vrai, pour le coup, genre c'est plus de la comédie que de la romance, mais c'est quand même le sujet principal du couple, et du coup, ouais, je vous conseille de regarder Oh Hi parce que ça part très loin, clairement. Ok. Genre, bah ouais, du coup là tu m'as donné envie parce que j'avais regardé le début, c'était un peu. Bah ouais, il se passe rien au début. Un peu tranquille, quoi. Bah oui, de fou. Je me suis, en fait, je crois qu'il était dispo sur Netflix déjà. Ouais, c'est possible. Et je l'avais vu en salle en plus. Je l'avais vu, c'était une affiche en salle. Enfin, je l'ai pas vu en salle, mais il était il était en salle. Ok. Il y a pas longtemps, genre. Ouais. Les États-Unis, c'est très rapide. Hein. Ouais. C'est sur Netflix carrément. Je savais pas qu'il était sorti au cinéma. Ouais, il est sorti au cinéma cet été en mois d'août. Je le voyais à l'affiche. J'avais failli aller le voir et tout. Et donc, quand je l'ai vu sur Netflix, je me suis dit ah vas-y, je vais le commencer comme j'avais failli. Du coup, j'ai regardé et déjà, je suis pas une grande fan de regarder encore une fois. Je vais le répéter, mais vous avez compris. Pas une grande fan de regarder des films moi-même sur mon petit ordi. Ouais. Et donc, quand j'ai sorti que c'était long, j'ai fait bon vas-y, allez ciao. Je me regarde un animé, ça ira plus vite. Donc voilà. Mais pour reparler un peu de ces côtés-là, un peu de justement rom-com très hybride, etc. Par exemple, Lady Bird, vous le mettez dans quoi? Pour moi, c'est un rom-com en soi parce que c'est la recherche d'identité, mais quand même à travers le prisme d'homme masculin. Bah, parce qu'elle aussi, elle est adolescente, c'est normal, ça fait partie, la romance fait partie du truc. Je suis pas sûre pour le rom et je suis pas sûre pour le com. Pour moi, la relation, le couple, il est pas central dans Lady Bird. Je trouve que ce qui est plus central, c'est sa relation avec elle-même et sa relation avec la mère. Et le côté comique, alors oui, c'est pas full dramatique non plus. Il y a des côtés un peu comiques et tout, mais c'est un coming of age un peu classique ou genre, je sais pas si je mettrais ça dans. Est-ce que au final, quand j'y repense, est-ce que les coming of age ne parlent pas beaucoup quand même de la romance en soi? Mais pour moi, c'est plus individuel, tu vois. Genre, même quand tu parles de la perte de la virginité, etc., c'est plus un truc genre qui te concerne toi plutôt qu'un truc où le couple, il est au centre, tu vois. Ouais, mais pour moi, un rom-com, c'est... Et du coup, par exemple, on va en mentionner des nouveaux, mais pour moi, un rom-com ne fait plus partie que de... Genre, à partir du moment où t'as des relations amoureuses qui apparaissent à l'écran et qui quand même prennent un gros... C'est assez central quand même, enfin pas assez central, un gros temps d'écran, comme on appelle ça, temps d'écran. Ouais. Je pense qu'on peut commencer à les mettre dans ces catégories-là, même si on ne parle pas qu'un d'ancien couple, tu vois.
Oui, si le film, il parle d'amour de manière générale, mais là où moi, je trouve que Lady Bird, il parle pas d'amour, tu vois. Ouais, mais il parle d'une recherche d'identité, et au début, comment elle recherche son identité à travers ses relations un petit peu amoureuses, et comme toute adolescente. Et ouais, par peut-être, exemple, ça dépend de ta définition. Moi, j'avoue, je suis pas convaincue par le rom-com. Ben, c'est comme un peu Booksmart aussi. Je crois que c'est le premier film d'Olivia Wilde, qui est du coup 2 adolescentes. Je crois que c'est à peu près sorti presque au même moment que Lady Bird. Ah ouais. C'est 2 ados qui sont meilleures copines, etc. Il y en a une qui a un gros crush. Du coup, sur donc il y en a une qui est lesbienne, hein, et donc elle a un gros crush sur une fille. Je sais plus à quel point, si elles sont proches ou pas. Enfin, je crois pas du tout. Et une autre. Elle est plutôt, ouais, elle est straight, elle est hétéro, je crois, mais bref, on s'en fout un peu. Et en fait, c'était juste 2 filles qui sont très intello, etc. Bah, Booksmart, très intello, et qui du coup, c'est le dernier été avant de passer à l'univ, et du coup, là, elles se rendent compte, ok. Mais je crois que je l'ai vu, en fait. Ouais. Ça me dit trop un truc, ouais, du coup, elles sont en train de se dire. Oui, c'est en mode, il faut qu'on fasse de l'action. Qu'on y aille, quoi. Il faut qu'on y aille. Et donc, tu vois. C'est un espèce d'American Pie, mais version meuf, quoi, genre. Un peu, ouais. Mais ouais, non, mais c'est cool. Et donc, du coup, ouais, mais il y a cette recherche d'identité à travers on était que des intellos avant, et maintenant, ça va passer par faire la fête, et c'est beaucoup le prisme de la romance aussi, tu vois. Ouais, donc, je comprends. Je me dis, bon, bah oui, c'est des rom-coms où, enfin, ça peut rentrer, en tout cas, quand tu regardes même des lists sur Internet, c'est très ambigu, parce que tu vas ils vont être cités comme rom-com, et après, tu vas en débattre, tu vas te dire, en fait, c'est quoi un rom-com, quoi. Bien sûr. À quel point maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un rom-com. Et pour en parler aussi du premier film de Celine Song, Past Lives, donc en fait, c'est Nora, je crois. Elle s'appelle Nora, qui est du coup une Coréenne avec sa famille, qui a vécu jusqu'à 11 ou 12 ans en Corée, il me semble, et qui du coup déménage aux États-Unis. Elle est à New York. Je ne sais pas s'ils ont tout de suite déménagé à New York avec sa famille, etc. Et elle avait un premier crush, hashtag, je sais pas pourquoi je dis hashtag. Un premier crush / plutôt. Amoureux, copain, bref, mais bon, voilà, très asiatique, très coréen, donc très, ils sont très pudiques, quoi. D'accord. Avec du coup un Coréen de là-bas qui a été dans sa classe et tout. Et donc à 12 ou à 13 ans, ils immigrent du coup aux États-Unis, donc elle va parler beaucoup de l'immigration, de l'identité coréenne / américaine, parce qu'à quel point tu t'identifies encore en tant que coréenne, alors qu'au final, plus de la moitié de ta vie, en fait, tu l'as passé maintenant aux États-Unis. Ouais. Mais en même temps, tu te sens, et les gens là-bas te traitent pas non plus comme 100% une américaine, donc va y avoir l'identité est très importante dans ce film. Et donc elle a toujours été intéressée par le cinéma, etc. Donc ce personnage principal. Et bref, il y a un moment donné où son copain là coréen va essayer de la reprendre contact avec elle, mais on parle de quelque chose vers les 19-20 ans. Il va essayer de la retrouver sur Facebook, mais il va taper son nom en coréen. Évidemment, elle n'a plus son nom en coréen, surtout pas avec leur caractère coréen. Donc, du coup, je sais plus comment, mais du coup, ça passe via Facebook et tout. Et en fait, à un moment donné, ils se reconnectent vachement à distance. Et donc, tu vois un peu l'évolution de cette relation avec une base d'aujourd'hui, enfin de 2021, ou je sais pas quelle année c'était censé être basé, où du coup elle est mariée avec un Américain qu'elle a rencontré en bootcamp, enfin pas en bootcamp, mais oui c'est ça, en workshop, enfin tu sais d'écriture, en séance d'écriture. Et donc va y avoir cette relation qui va être un peu platonique quand elle va revoir son copain coréen. Quand elle en a, je sais pas, je pense qu'elle en a au moins 35 ans à ce moment-là. Elle est mariée. Et donc, du coup, il y a en fait cet affrontement entre moi, coréenne, et en même temps, elle le dit, genre, quand je parle avec lui, mais je me sens pas du tout coréenne. Et en même temps, quand je vais parler avec un Américain, je me sens complètement coréenne. Donc, il y a ce prisme-là très identité. Et en fait, il y a cette belle relation donc d'enfance, mais qui est vraiment, au final, platonique. Enfin, platonique, en tout cas, du respect. Et du coup, sa relation amoureuse, où son mari va lui donner l'accord d'aller l'accord. Ouais, genre, elle peut aller elle peut aller lui faire visiter New York, voilà, d'accord. etc. Bref, c'est hyper intéressant. Tu sais que je crois que j'avais jamais eu vraiment de pitch de Past Life, mais tu me l'as bien vendu.
Ok, bah trop bien. Je savais pas trop de quoi ça parlait, quoi. Mais j'avais ce truc de genre en mode c'est deux personnes qui sont connues à une époque qui se reconnectent et tout, mais j'avais pas tout ce truc de genre l'identité entre deux pays, etc. Ouais. C'est intéressant. C'est trop intéressant parce que pour le coup, aux États-Unis, il y a quand même pas mal d'immigration en fait, il y a que l'immigration, on va pas se mentir. Mais très asiatique et très européen. Et du coup, par exemple, l'immigration européenne aux États-Unis est quand même, ça commence déjà à 2-3 générations. Ouais. Donc elle est un peu moins présente ancrée en eux. Par contre, les générations asiatiques sont plus récentes. Ça fait plus une génération. Ça fait plus une génération. Genre, c'est ma mère qui a déménagé en fait aux États-Unis, donc elle a déjà vécu en Corée et tout. Donc il y a vraiment ce côté identitaire qui est vraiment hyper intéressant. Et tu vois les dialogues, à quel point dans Matérialiste sont bien écrits. Tu retranscris ça avec, je pense, en vrai un meilleur fond. Qui est du coup tout ce que je viens d'expliquer, donc vraiment c'est un magnifique film. Ok, trop bien. Profond et tout. Mais ça bouleverse aussi les codes du rom-com parce qu'en soi on parle quand même, c'est quand même entre guillemets, tu crois à un moment donné, c'est un triangle amoureux, tu te dis peut-être à tout moment la meuf elle va, enfin tu l'espères peut-être, enfin tu vois t'es un peu, et en même temps il est trop chou son mari, enfin genre t'as peut-être pas envie de faire ça. Du coup il y a ce côté aussi un peu triangle amoureux sans être un grand triangle en fait comme dans Matérialiste, mais qui est un petit peu plus poussé dans Matérialiste, le triangle amoureux. Et dans le côté relation platonique qui est au centre et genre les relations c'est pas que amoureuses et tout, moi ça me fait penser à un film dont on a déjà parlé, Cha-Cha Real Smooth. Oui, c'est où vrai, justement on a cette connexion entre deux personnes qui est pas forcément amoureuse, ou alors tu sais pas trop et genre c'est pas trop le sujet du film non plus. Ce qui est important c'est plus qu'ils se connectent plutôt que de savoir ce qui va se passer entre eux, tu vois. Et je trouve que c'est intéressant aussi, et je pense que ça rentre quand même d'une certaine manière dans le rom-com. Ouais, je pense aussi. Parce que c'est pas que du couple, c'est aussi juste une connexion entre deux personnes, un moment de leur vie. Mais ouais, ok. Et moi, je voulais aussi parler d'une autre évolution qui, à mon avis, suit l'évolution sociétale, etc. C'est plus les relations LGBT aussi dans les rom-coms, qui étaient quasiment inexistantes, j'ai l'impression. En tout cas, beaucoup moins dans le cinéma mainstream. Il y a genre 20 ans. Et maintenant, on t'a parlé un peu de Booksmart, on a déjà parlé de But I'm a Cheerleader. Et je trouve que... Bottoms aussi, très bien, ouais. Et je trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est de voir le côté rom-com, donc romance LGBT évidemment, mais le côté comédie aussi, parce qu'on en parlait avec Call Me By Your Name, mais même les films de romance, genre gay, lesbienne, etc., souvent, elles sont assez dramatiques. Et je trouve ça sympa aussi d'avoir quelque chose de plus léger. En tout cas, j'ai l'impression que ça devient de plus en plus le cas où genre on rentre dans un truc où en fait tout n'a pas besoin d'être pesant tout le temps. Oui, souvent c'était basé tragique. Sur le coming out, genre. Oui, bien sûr. J'ai peur d'affronter les ce qui a du sens, tu vois, évidemment. Qui a du sens aussi, mais du coup c'est très dramatique et tout, alors que maintenant on arrive dans une ère où c'est bon. Oui, c'est bon, on évolue encore, et peut-être qu'il y a d'autres histoires qui peuvent être racontées et qu'il y a un truc, un peu plus fun, un peu plus léger. On est plus obligé de baser le film que sur il va faire son coming out et bien sûr. Quoi. Genre la personne s'est déjà acceptée, tous les gens autour de lui le savent, et donc du coup on peut vraiment. Du coup tu parles vraiment du couple, de l'amour, de machin, Non, ça c'est vrai qu'il y a une belle évolution, et il y a aussi une évolution, mais là j'ai plus des exemples quand même de séries que de films en soi, mais où il y a déjà, que les personnages principaux ne soient plus que seuls des blancs, quoi. Ouais, de fou. Et t'as des exemples, genre, même séries et tout, parce que moi, j'avoue, dans les Chroniques de Bridgerton, il y a pas mal de castes diversifiés. Je sais que par exemple, Mrs. and Mrs. Smith, il y a une série. Oui, c'est vrai qu'il y avait une série, ouais. Mais c'est vrai que j'ai pas forcément de gros exemples en tête. Je sais qu'il y en a. Ouais, sans doute. Il y en a un petit. Après, ça reste quand même encore une fois très il y en a pas tant que ça. Mais en même temps, on arrive aussi dans une ère où il y a plus beaucoup de rom-com à proprement parler. Ouais, et ça d'ailleurs, je m'étais renseignée, et en fait, il y a des gens qui expliquent ça par le fait que les rom-com, c'est souvent des films à moyen budget, et en fait, maintenant, les studios, c'est des studios indés avec genre 0 thune, et du coup ça va être des films un peu indés, machin, voilà. Soit ça va être des gros films où genre les studios ils vont investir de fou, mais parce qu'ils savent que ça va être un Avenger le truc, que genre ça va péter les scores au box-office. Mais les films à mi-budget comme ça, dans lesquels rentrent souvent les rom-com, en fait il y a plus beaucoup de studios qui investissent dedans. Parce que genre ils sont pas sûrs que ça va marcher. C'est pas beaucoup de thunes, mais c'est quand même pas mal de thunes à investir sans être sûr du retour sur investissement, et du coup en fait t'as les rom-com qui disparaissent un petit peu. En vrai, les rom-com, je trouve que si on rentre vraiment dans la catégorie pure définition du rom-com comme on connaît, c'est plus Netflix, Prime Video, c'est plus les avoir, des films de plateforme, t'as raison. Ouais, voilà, ça va être
je sais pas, d'ailleurs, on tour de pourrait parler sens, de... contresens, Oui, ce genre c'est de vrai. trucs. Mais moi, je voulais... Contresens, pardon, Oui. à contresens, ou des films Netflix, en vrai, t'en as au moins un par mois Ouais, qui sort Netflix un en peu... fait beaucoup. Mais moi, il y en a une que j'aime bien, dont je voulais parler, c'est Palm Springs, Oui, sur Prime Video. ouais. Mais je crois que lui, est, il a dû sortir au cinéma. Je crois pas. Je crois qu'il est sorti que sur Prime, justement. Après, c'était en 2020, donc peut-être qu'il a pas pu... Oui, voilà, c'est peut-être pas parce que... j'ai vu tout à l'heure, la date, c'était 2020, donc c'est peut-être potentiellement qu'il a à cause pas du pu, Covid. Palm Springs, pour le coup, c'est assez intéressant parce que pareil, je trouve que ça réinvente un petit peu le genre. C'est l'histoire d'un gars et une meuf qui se rencontrent à un mariage encore. C'est très rom-com les mariages, les rencontres au mariage aussi. Ils se rencontrent à un mariage où tous les deux, ils se font un peu chier au mariage et tout, et du coup, genre, ils commencent à passer un peu la soirée ensemble, ils déconnent, ils apprennent à se connaître et tout. Et à un moment, laisse tomber, je sais pas pourquoi, ils se retrouvent dans une boucle temporelle où en fait ils se retrouvent à revivre cette même journée du mariage encore et encore et encore, et ils vont devoir trouver un moyen de sortir de cette boucle temporelle. Donc déjà c'est un film qui du coup mêle un peu la rom-com avec la science-fiction. Ouais. Pour le coup, genre les acteurs ont une très bonne alchimie, ça marche super bien. Je connais pas le nom des acteurs, c'est la meuf de Met Your Mother et le mec de Brooklyn Nine-Nine, voilà, vous chercherez leur nom, je ne sais pas. Mais leur alchimie marche très bien, et c'est un film qui est très très drôle, et pour le coup je trouve qu'il y a un côté un peu fou, un peu déjanté, tu vois, qui est assez rafraîchissant, tu vois. Ouais. Bah, en vrai, c'est vrai que c'est beaucoup, un rom-com est beaucoup porté quand même par souvent un personnage qui est très déjanté, masculin. Ouais, c'est vrai. Même de plus en plus maintenant, on va avoir aussi le personnage féminin qui est un peu déjanté. Bah là, il y a un film qui vient tout juste sortir sur Netflix de Emily Henry. Je viens de le regarder en plus. Mais il vient de sortir là, littéralement, avec Tom Bliss, le mec de... Tu t'as pas vu passer ça? Genre, tout le monde est en train d'en parler, je sais pas, genre. je connais pas le film. Bah, il vient de sortir, quoi. Avec Tom Bliss, tu sais, le mec qui a joué Jon Snow, là, dans Hunger Games. Jon Snow dans Hunger Games? Putain, Jon Snow, pardon. Oui, attends, Snow, pas Jon Snow, mais il s'appelle Snow quand même. Oui, je vois de quel personnage tu me parles. Mais j'ai oublié le nom. Mais tape Tom Bliss. Tom Bliss. People we meet on vacation. Oui, j'en ai entendu parler. Ah, c'est une rom-com, ok. Oui, là, on est complètement ouais, sur la après, rom-com. ça se voit, ouais. Mais là, du coup, la différence, c'est plutôt le personnage féminin qui est un petit peu plus déjanté que le mec est plus calme, plus calme. Alors que c'est vrai, on a souvent l'inverse. Il est mignonnet. Là, je regarderai. Un petit film léger, voilà. J'aime bien l'actrice. Il y a des, ouais, les deux acteurs sont plutôt pas mal. Bah, pour le coup, Tom Bliss, Mamma Mia. Mais je trouve un peu court pour le coup, tu vois. Ah ouais. J'aurais préféré qu'il développe plus parce qu'en vrai, ça vient d'un livre apparemment, et les gens qui ont vu le livre se sont dit c'est une adaptation qui se laisse regarder. Moi j'ai personnellement pas lu le livre, mais ils ont dit on aurait préféré, je crois que c'est un film d'1h30, ça aurait peut-être été un film qui aurait plus eu d'impact de profond s'il était effectivement sous 2 heures, quoi. Où tu prends un peu plus le temps d'installer, etc., les enjeux, parce qu'en vrai, il y a des petits enjeux, mais bon, là, c'est un peu survolé. Ça reste Netflix, quoi. Ouais, c'est un peu le souci. C'est un peu le souci de Netflix. Et du coup, je pensais, tu vois, un film, encore une fois, Netflix par la diversité. Tu sais, tous les films, j'ai écrit une lettre, là, où je sais pas comment ça s'appelle. All the boys All the boys I've loved before. Du coup, j'ai vu que le premier. Ouais, j'avais trouvé plus sympa. Ouais, en vrai, je crois que j'ai vu les 3. Ouais, non, c'était mimes. C'était des mieux films, pareil. Tu vas pas t'attendre, mais ça diversifie bien, enfin, c'est sympa, quoi. C'est cool. Mais ça, encore une fois, c'est des films plutôt orientés, effectivement, là, on a une reprise de ce genre-là plutôt pour les films plateformes. Parce que c'est des films popcorn, quoi. Mais ce qui aide pas, justement, à l'image très décriée de la rom-com, en mode, c'est pas un film très sérieux, quoi. C'est un film Netflix, tu vois. Pour pas sortir enfin, voilà, pour éviter les clichés, en gros, on s'enfonce, quoi, presque. Ouais, c'est ça. Enfin, dans le sens, pour les films popcorn. Pas pour, parce qu'en fait, un film, quand même, en vrai, rom-com pourrait être intelligent et peut être intelligent. Non, bien sûr. Et je voulais citer, du coup, je trouve qu'en France, on fait pas mal de films, et peut-être qu'on met moins parce que rom-com, on se dit c'est plutôt Hollywood, c'est plutôt américain, etc. On va mettre moins ce cliché de la rom-com en termes de définition sur l'étiquette du film. Mais en vrai, on en fait pas mal, en fait, des films à romance qui sont quand même assez rigolés, légers, et tout en quand même avec une petite profondeur, parce que oui, il y a la romance, mais il y a d'autres aspects de ce film-là. Moi, j'ai vu Jane Austen a gâché ma vie.
Donc c'est quelqu'un qui est fan de Jane Austen, qui veut écrire et tout, et en fait elle a été acceptée dans un workshop d'écriture, et donc en fait elle est meilleure pote avec un mec, comme ils sont meilleurs potes, ils sont tous les deux célibataires, à un moment donné ils se posent peut-être des questions, est-ce qu'en fait on n'est pas censé tu vois le cliché de en fait je suis amoureuse de mon meilleur pote. Bref, je vous en dis pas plus, mais du coup il y a ce truc là, c'est un peu rigolo, et en plus du coup tu reprends vite fait des codes de Jane Austen un peu, parce que elle s'imagine que ma romance est censée être tu vois Jane Austen, mais en même temps elle s'est avouée vaincue par rapport à ça. Donc il y a celui-ci qui était pas mal. Moi il y avait un film que j'avais vu, c'était Les Amours d'Anaïs. C'est avec Anaïs Desmoustiers. Ah oui, okay. C'est le premier film que j'ai rencontré, que j'ai vu vraiment Anaïs Desmoustiers, et je l'ai trouvé trop bien dedans. Je sais plus exactement à quel point, bref, elle est en couple, et en fait, je sais plus si c'est elle qui se sépare, bref, fait que à un moment donné, mais genre, elle disait des dingueries, en fait. Genre, elle est très, un peu le rôle féminin d'un peu déjanté, justement. Il avait rencontré une femme plus mûre. En fait, elles vont tomber sous le charme l'une de l'autre, sans se poser des questions à aucun moment. Tu vois, c'est un peu comme Call Me By Your Name, où jamais tu vas te poser la question, est-ce que je suis gay? Oui, bien sûr. Genre, c'est pas ça. C'est vraiment la connexion entre deux personnes. Donc il y avait ça qui était pas mal. Je sais qu'il y en a d'autres en vrai, mais là je les ai pas forcément français. Après, moi, quand je L'amour pense... ouf. Ouais, en vrai, oui. Oui, l'amour ouf. C'est pas trop une comédie non plus. C'est pas trop une comédie. Ouais, mais non, moi, je pense à des trucs, tu sais, on a déjà parlé, mais 20 ans d'écart avec Virginie Fira. Ouais. Ce genre de trucs. L'arnaqueur aussi, on l'a évoqué ensemble tout à l'heure. Enfin, tu vois, c'est des trucs plus des débuts des années... Non, fin des années 2000 ou début années 2010, un truc un peu dans ce délire. Plus tard, quand même. 2015, on est plutôt sur le... L'arnaqueur, non. L'arnaqueur, je sais pas, mais 20 ans d'écart, on est plutôt sur les 2014. Ouais, peut-être. En vrai, c'est possible. Mais ouais, moi, je pense plus à ce genre de truc, où on est plus sur des comédies. Virginie Fira fait pas mal de rom-com français, en vrai. Ouais, c'est possible. Je sais qu'elle en a fait un avec Vincent Lacoste. C'est quoi? C'est Victoria, je crois, ça s'appelait? Je sais pas. Virginie Fira et Vincent Lacoste. Ouais. Victoria, ouais. Ok. C'est réalisé par qui? Justine Triet? Ouais, j'allais dire, c'est pas Justine Triet? Ah ouais. Et est-ce que c'est vraiment une rom-com? C'est un film de procès français, ils définissent ça. Ils disent comédie dramatique. Ça veut vraiment rien dire, comédie dramatique. Ouais. C'est genre, des fois tu rigoles, des fois tu rigoles pas. Mais dans mon souvenir, il y avait un truc entre deux et tout, donc Ouais, non, mais après, il y a peut-être de la romance, mais c'est juste que, vu que c'est Justine Triet qui réalise, ils se disent pas que c'est une rom-com, quoi. Mais non, mais faut que je vous parle d'un dernier film, Eternity. Ah oui, c'est vrai. Incroyable. Film qui est du coup récent, qui est sorti, je crois, fin décembre, mi-décembre, ici en France. Ok. En salle. Malheureusement, qui a pas fait énormément, je crois, ici en France, mais vraiment, c'est un film qui est exceptionnel. Alors là, on renouvelle le genre du rom-com. Donc c'est... comment elle s'appelle cette actrice, la Olsen? Elizabeth Olsen. Elisabeth Olsen, qui meurt. Ok. Et qui, du coup, retrouve dans... là-haut, là-haut, qui rencontre son mari avec qui elle a passé, je sais pas, 60 ans. Qui est mort 2 mois avant elle, un truc comme ça. D'accord. Et son premier mari qui est mort pendant la seconde ou première guerre, seconde guerre mondiale, je crois. Avec qui, du coup, elle a passé peut-être 2 ans de sa life. Et donc, du coup, en fait, c'est hyper bien fait, parce qu'en fait, comment est représentée l'éternité, dans le sens, en fait, tu peux choisir un univers, et tu passes que toute ta vie dans cet univers-là. Tu peux jamais aller tester un autre univers et tout. Genre, limite, déjà, tu te poses des questions en mode, l'éternité ne donne vraiment pas envie. Ouais. Parce que ça a l'air pas fun. Parce que imagine, tu te trompes d'univers, c'était dans la merde. Ok, d'accord. Et donc, du coup, t'as une salle d'attente qui est un peu une gare, etc. Il y a des gens qui attendent de leurs proches à un moment donné, donc mari, femme, enfant, etc., pour peut-être décider ensemble. Ouais. Mais du coup, possiblement, lui, le premier mari a attendu plus de 60 ans. Ah oui. Que sa femme est morte. Bah ouais. Donc ça faisait 60 ans qu'il errait dans cette gare, tu vois. Et c'est trop bien fait. Vraiment, c'est tellement intelligent dans juste déjà l'aspect de cette éternité qui est rigolote. Et comme c'est un cas un peu spécial, évidemment les deux mecs ne veulent pas passer l'éternité à 3 ensemble. Donc du coup ils sont en mode non, tu vas passer l'éternité avec moi, non, c'est avec moi, etc. Donc elle doit faire un choix, et donc on lui laisse la possibilité de tester un jour un univers avec un des 2 protagonistes romantiques, quoi. Et en fait, je sais pas, c'est profond, c'est détaillé, c'est émotionnel, et en fait ça te remet en question. C'est quoi le grand amour, en fait? Genre, est-ce que le grand amour, c'est ton premier mec quand t'avais 19 ans, et du coup, il était trop beau et machin? Ou est-ce que c'est la personne qui était peut-être pas si belle que ça, mais qui a tout accompagné toute ta vie sur plein de trucs, qui te connaît tellement parfaitement par cœur que mais tu te dis, bref, ça te pose plein de questions. Ok. Sur qu'est-ce que c'est l'amour, en vrai.
Et du coup, vraiment, il est trop bien. L'acting est trop bien. Je sais qu'aux États-Unis, ça a plutôt bien marché. Ici, c'est un petit peu dommage que les gens n'ont pas été le voir, forcément. Mais en tout cas, vraiment, c'est un film que je vous recommande fortement pour ces derniers rom-com, où là, on peut vraiment le définir comme un rom-com pur et dur. Oui, ça a l'air, ouais. Et moderne, quoi. Qui vont poser des questions assez intéressantes. Ok, trop bien. Après, on peut parler de Anyone But You qui avait vraiment qui avait pété le score en vrai au box-office. Hein. Le fait qu'il y a une demande en fait de rom-com. Est-ce qu'il y a vraiment une demande de rom-com ou est-ce qu'il y a un potentiel de relancer la rom-com si genre on mise sur des acteurs un peu bankable, tu vois? Parce que c'était un peu... Sidney n'est pas bankable. Bah si. Enfin, à l'époque de Anyone But You, d'autant plus, ça sortait de Euphoria, etc. Et Glenn Powell, il est bankable aussi. Pour moi, un acteur bankable, c'est quelqu'un qui va, quoi qu'il arrive, emmener les gens au cinéma. Ok. Alors, Glenn Powell, oui. Peut-être pas bankable. Glenn est un super... Il a fait beaucoup de rom-com. Ouais, mais il a flop dernièrement aussi, Glenn Powell, avec Running Man. Donc, c'est pas... je crois que ça a bien marché aux États-Unis. Non, enfin, en tout cas, en France, ça flop. Mais je crois qu'aux États-Unis aussi, en vrai. Mais bref, tout ça pour dire que même si c'est pas toujours des succès, etc., ça reste des acteurs qui sont très connus et qui peuvent ramener un certain public en salle, tu vois. Mais après... Notamment un public féminin, assez jeune, tu vois, les publics de Euphoria ou ce genre de bail à l'époque. Parce que bon, maintenant, Sydney Sweeney, elle a un public un peu différent, Ouais, mais tu vois, il y a plein de mecs qui ont été la voir juste pour Sydney Sweeney, hein. Peut-être, en vrai, j'en sais rien. Ah, je suis quasiment sûre. Enfin, j'ai vu tellement de commentaires sur ça que oui. Ouais, c'est possible. Mais du coup, peut-être que... Vous êtes vraiment des charros, les mecs. Hein. Peut-être qu'il y a... On va pas faire de généralité, pardon. Il y a une possibilité. Bon, là, pour le coup, Anyone But You, je trouve que c'était pas un film incroyable non plus, mais il y a peut-être un potentiel de relancer. Mais comme c'était le cas un peu dans les années 2000 ou même 90 et tout, où en fait, genre, tu mettais des gros acteurs. Tu vois, dans Pretty Woman, tu mets Richard Gere. À l'époque, Julia Roberts, c'était moins connu, mais Richard Gere, c'était genre un gros acteur. Tu le mets au casting et les gens, ils disent oh là là, Richard Gere, il est trop beau, j'allais le voir, tu vois. Oui. Mais Glenn, je sais pas s'il avait ce truc-là, vraiment... Glenn Powell? Ouais. Ah, je crois que les gens, ils l'aiment bien. Moi, je l'adore. Mais est-ce que non, mais en mode beau gosse, tu vois. Ah oui. J'ai l'impression après, mais c'est pas mon... Moi, j'avoue, c'est pas de mon délire. C'est pas mon délire. Mais j'aime beaucoup l'acteur, en mode, je trouve que ses rôles, ils sont super intéressants, et je trouve qu'il a quelque chose dans les rôles comiques qui marche très très bien. Il est trop fort. Par contre, il y a un super rom-com avec Zoe Dutch qu'ils ont fait tous les deux qui s'appelle Petit coup monté, et vraiment, c'est... J'avais pas trouvé ça ouf. Ah ouais. Je m'étais un peu fait chier. Mais Zoe Dutch, elle est trop forte. Mais aussi. Pareil, je l'aime trop, Zoe Dutch, pour le coup. Genre, je la trouve trop drôle et tout. De rom-com aussi. Mais j'avais un peu une vibe, justement, film Netflix, pas très intéressant, je t'avoue. Ah, moi, je l'avais kiffé. Ok. Mais après, c'est mes films légers que j'ai beaucoup regardé aussi. Oui, après, c'est genre, c'est ok, tu vois. Genre, mais Laura Ashley, elle était trop bien, tu vois. Je l'ai préféré large par rapport à Anyone But You, quoi. Ouais. Anyone But You. Franchement, Sydney Sweeney, mais ne va pas dans la rôle comédie. Genre, les gens, ils étaient en mode, elle est trop forte et tout. Je suis en mode, pardon. Pourtant, c'est une très bonne actrice. Oh putain, je me fais encore un TikTok sur Sydney Sweeney. Arrête de parler d'elle à tous les épisodes, c'est fou. C'est une super actrice, mais plutôt dans les rôles dramatiques, je trouve que vraiment la comédie, c'était pas son fort, hein, moi, je trouve. Ouais, c'est possible. Mais après, je trouve que, ça a relancé le débat de, est-ce qu'en fait, il manque pas des rom-coms actuels, quoi. Mais ce qui était intéressant avec ce film-là, c'est que ça a un petit peu, comme tu dis, relancé le débat, et surtout, ça a peut-être, genre, mis dans la tête des gens que les rom-coms, ça existe, en fait. Parce qu'il y avait un moment où il y avait un peu, genre... Ah oui, un gros creux, ouais. Bah, je crois qu'avant genre une traversée il y avait du désert, quoi, tu vois. Enfin, si, ou les films Netflix, quoi. Oui, voilà, c'est ça, c'est rom-com, c'était film Netflix, c'était film de Noël, c'était film un peu de plateforme pas ouf que personne trop regarde. Et du coup, genre, il y avait un peu ce truc de, ok, donc ça existe encore, ça peut sortir au cinéma, ça peut faire beaucoup d'entrées, parce que je crois qu'il a quand même bien marché, ce film. Il est très... Et surtout, il y avait une vraie campagne marketing. Alors après, on en pense qu'on veut, genre, il y a plein de gens qui ont critiqué la campagne marketing et tout, mais il n'empêche qu'il y avait une vraie campagne marketing qui rappelle un peu les rom-coms de l'époque. Où en fait, genre, je sais pas, quand... la question, est-ce qu'ils sont ensemble? Quand Mr. et Mrs. Smith sort et qu'on se dit, putain, Brad Pitt, Angelina Jolie, bah tu vois, il y a ce genre de... Oui, mais ça reste un truc marketing, tu vois, genre qui a beaucoup aidé le film aussi, tu vois. Oui. Donc, par contre, c'est pas un rom-com, on est d'accord, mais... En vrai, en vrai. Alors c'est un rom-com d'action. D'action. En vrai de vrai. Il y a peut-être un peu moins le com plus action, mais. Ah ouais, moi j'en ai un souvenir un peu marrant. Mais ouais, peut-être en vrai, que... je m'en souviens pas trop, ouais. Je crois que c'était un peu rigolo, mais c'est plus un film d'action, on est d'accord. Ouais. Un dernier film que je vais
mentionner Jennifer Lawrence dans Le Challenge, No Hard Feelings. Oui, c'est vrai, ouais. Qui, du coup, je crois qu'ils l'ont plus quand même marketé en tant que comédie que vraiment Moi, je trouve que c'était un peu... rom-com. Bah, après, bon, c'est pareil, c'est le couple, il est au centre du truc, donc techniquement, c'est une rom-com. Pour moi, c'est une rom-com. Mais j'ai plus retenu l'aspect comique. Elle est tellement drôle, genre vraiment. Ouais, Jennifer elle est bien Lawrence, dans les rôles tellement comiques, drôle. Jennifer Lawrence. Elle en a fait pas tant que ça, et donc du coup, c'est un de ses premiers rôles, et du coup, elle avait absolument envie, et je crois que c'est même elle qui a poussé à faire ce film. Et pour moi, on est complètement sur un aspect très moderne et tout, parce qu'en fait, déjà, c'est tellement drôle. Bref, c'est hilarant, le contexte principal. C'est une nana qui a plus de 32 ans, qui a des dettes, etc. Oui. Et elle va perdre sa maison, et elle se fait voler sa voiture pour commencer à payer des dettes, etc. Et donc, elle a plus de voiture, et du coup, elle veut faire Uber pour se faire des thunes en plus. Et bref, elle voit une annonce où il y a écrit donne voiture si vous sortez avec mon fils ou je sais pas quoi, bref, à appeler. Et donc, elle va rencontrer les parents, et du coup, il y a cette scène hilarante que je suis sûre que tout le monde a vu passer sur les réseaux en mode, vous avez quel âge? Oui. Et en fait, donc, bref, tout ça pour dire qu'elle rencontre un ado, donc en dernière année du lycée. Il sait pas du tout interagir avec les gens, et donc ses parents s'inquiètent pour lui, et ils se disent, ok, faut qu'il trouve une meuf. Faut qu'il trouve une meuf. Et donc, ils lui disent, par contre, faut pas que tu débarques comme ça, en fait, faut que tu te fasses une rencontre. Ouais, que ce soit naturel, quoi. Naturel, sauf qu'elle rentre à fond les ballons. Ouais. Bref, et en fait, il y a une amitié qui se crée à travers du coup ces deux personnes qui sont à l'opposé l'une et l'autre. Franchement, je suis sortie de ce film, ça m'a fait très rire. Et en plus, j'ai trouvé ça touchant, quoi. C'est au final, parce que moi, j'aime bien aussi quand deux personnes qui ont des décalages d'âge comme ça. Au final, en vrai, si tu les prends à 20 et 30 ans, ça fait pas une si grosse différence, ou entre 30 et 40. Mais à partir de 18 et genre 30, tu te dis oui, en vrai, il y a une grosse différence d'âge. Mais tu peux quand même te connecter quand même avec cette personne-là, et tu peux apprendre quand même de l'un et l'autre. J'avoue que je préfère que le film il me pousse la relation amicale que la relation de couple, tu vois. Oui, non, mais du coup, pour la relation mais en fait, je trouve que malgré des grosses différences d'âge, parfois tu peux apprendre même de quelqu'un qui a 15 ans de moins que moi, bien moins sûr. Toi, et c'est ça que moi j'apprécie. Enfin, on va pas apprendre un gros truc, mais il y a des choses, je sais pas, leur manière de faire, etc. fait que, et du coup, moi j'ai vraiment apprécié ce côté-là un peu. Elle apprend des trucs, et lui, évidemment, il a beaucoup à apprendre. Oui. Pour le coup, il a plus à plus apprendre. évident. Mais voilà. Donc c'était nos petites recos de comédie romantique. Donc n'hésitez pas, si vous en avez également, à nous partager. Vous pouvez le faire en commentaire. Titanic. Très très rom, peu de com. Ouais. Bonzello. Pas de com. Aucun com. Donc on espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé, et suivez-nous sur nos réseaux sociaux, sur TikTok, Instagram, Facebook, et notamment sur YouTube, forcément. Et sur toutes les plateformes de podcast. Voilà, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour le prochain épisode. Bisous!